La séquence électorale d'à peu près un mois à laquelle nous venons d'assister permet à mon sens de souligner un mouvement de fond, une lame de fond, une tendance de longue durée de la politique française. Nous vivons un retour du clivage gauche-droite. Retour qui n'est pas apprécié, en particulier dans les milieux souverainistes qui se sont constitués depuis de nombreuses années sur l'idée d'un dépassement de ce clivage gauche-droite et d'une union pour la souveraineté au-delà du clivage. Mais cette séquence-là, ce mois d'élection, a montré, a rappelé que le clivage n'a jamais été aussi saillant, n'a jamais été aussi important et n'a jamais été aussi central qu'aujourd'hui. Donc cette opinion qui est la mienne, je vais la développer, je vais l'argumenter. Et à partir de là, on fera un petit bilan des européennes, des législatives, des européennes, et quelques perspectives d'avenir. Alors, le clivage gauche-droite, j'ai écrit sur la question. Ceux qui veulent lire peuvent lire mon article qui s'appelle Le marxisme est un ennemi mortel, ou ils peuvent attendre la version audio de cet article qui arrivera pour bientôt. Dans cet article, en introduction, je défends l'idée que, selon moi, ce qui fait le critère rigoureux du clivage gauche-droite n'est pas un critère politique, c'est un critère philosophique. La Vulgate nous dit quoi? Quand on est de gauche, c'est... ou plutôt, quand on défend les ouvriers, on est de gauche. Quand on défend les patrons, on est de droite. C'est ce que j'entendais quand j'étais petit, c'est ce qui continue à se dire aujourd'hui. La gauche, c'est le peuple, c'est les travailleurs, c'est les ouvriers. La droite, c'est les rentiers, c'est les profiteurs, c'est les exploiteurs. Avec une dichotomie gentil-méchant, les gentils sont à gauche, les méchants sont à droite. Cette conception-là, elle est idiote. Cette conception-là est idiote puisqu'elle ne permet absolument pas de rendre compte de ce qu'est la gauche, de ce qu'elle est devenue, de comment elle a évolué depuis un siècle et demi. Aujourd'hui, la gauche, c'est le parti des cadres, des rentiers, des bobos urbains. Aujourd'hui, la gauche, c'est beaucoup plus le parti des riches que le RN, que la droite, qui est davantage le parti de la France des oubliés, donc cette fameuse France périphérique dont ne parlent les souverainistes que parce qu'ils ont lu le livre de Christophe Guilluy. Si Christophe Guilluy n'avait pas écrit un livre sur la France périphérique, les souverainistes ne connaîtraient pas cette France, puisqu'ils sont tous, eux aussi, des bobos, des urbains qui vivent dans leur ville. Donc, il y a la France des oubliés, défavorisée, qui vit au SMIC, à moins du SMIC, qui survit, qui n'a plus de services publics, qui n'a plus d'infrastructures, qui est dépendante de la voiture pour le moindre déplacement, puisque la centralisation de l'activité fait qu'ils sont éloignés de tout. C'est cette France-là, cette France qui travaille, cette France des ouvriers, cette France des artisans, cette France du travail manuel, cette France de la production agricole. C'est cette France-là qui vote RN. Donc aujourd'hui, la gauche et la droite sont inversées par rapport à la Vulgate. Pourtant, il suffit de discuter avec un électeur de gauche pour qu'il se revendique de gauche. Il se revendique de gauche, on sait qu'il est de gauche, il dit qu'il est de gauche, il insiste, il veut qu'on reconnaisse qu'il soit de gauche. Parce que la gauche, elle est beaucoup dans ce rapport de... Elle recherche la reconnaissance. Être de gauche, ça se dit, ça s'affiche, ça se montre, puisque il faut que le monde sache qu'on est de gauche. C'est quelque chose que la gauche fait beaucoup. Donc aujourd'hui, ce rapport s'est inversé. Si on veut expliquer pourquoi la gauche
est restée de gauche alors qu'elle a lâché les ouvriers, qu'elle a lâché les travailleurs, qu'elle a lâché les producteurs, on ne peut pas rester sur un clivage politique vulgaire. Il faut aller plus loin. Et ce clivage, donc mon argument est de dire que ce clivage-là, sa nature profonde est une nature philosophique. La gauche a toujours été, toujours, le parti de l'utopie. Ce que veut la gauche, et je vais me limiter ici à la gauche depuis le marxisme, parce que c'est ce qui est le plus pertinent aujourd'hui pour la politique contemporaine. La gauche, son objectif, c'est quoi? C'est d'abolir les différences sociales. Elle veut, comme l'écrit Marx, je cite de mémoire, qu'on puisse être chasseur-cueilleur le matin, qu'on puisse faire une activité intellectuelle l'après-midi. Il ne faut plus qu'il y ait de différence de classe, donc il ne faut plus qu'il y ait de division du travail. Parmi la division du travail, on inclut la division du travail sexuel, donc il ne faut plus qu'il y ait une séparation des tâches, des fonctions et des activités selon le sexe. Les hommes et les femmes doivent donc avoir les mêmes activités. La gauche vit sur cette utopie-là. Et elle vit sur cette utopie-là, mais depuis un siècle et demi. Facile. Et aujourd'hui, elle a ajouté la dimension raciale et la dimension nationale, ou plutôt antinationale, à à son utopie. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas seulement abolir les différences de classe et abolir les différences de sexe, elle veut aussi abolir les différences de race et aussi abolir les différences de nation. Pourquoi? Parce que la race, c'est ce qui divise les Français les uns avec les autres. Et puis la nation, c'est ce qui divise les prolétaires les uns avec les autres. Et puis le sexe, c'est ce qui va diviser. La gauche refuse absolument toutes les différences réelles. Ce sont des différences réelles qui sont ancrées dans la biologie, dans la nature, qui sont inhérentes à la réalité elle-même. La gauche le rejette puisque selon elle, ce sont ces différences-là qui sont à l'origine des conflits et que son objectif est d'abolir les conflits, donc elle le fait en niant l'existence des différences. Ça, c'est la matrice de la gauche. Quand on comprend cette matrice, on comprend pourquoi la gauche du XXe siècle, cette gauche qui a une fibre effectivement très portée dans la défense des ouvriers, très portée sur des questions économiques. Cette vieille gauche qu'incarne François Ruffin. François Ruffin qui a d'ailleurs déclaré à l'issue des élections que c'était pour lui très grave que la gauche ait perdu les ouvriers. Je crois que son expression c'est dire que la gauche elle perd son âme si elle perd les ouvriers. Donc c'est des mots forts venant de lui. Ça c'est la vieille gauche. La nouvelle gauche c'est celle qui dit bah non, en fait, si on veut arriver à l'utopie, il faut d'abord passer par la culture, il faut d'abord passer par un changement des consciences, et pour ça, il faut faire de l'activisme au niveau culturel, au niveau institutionnel, il faut mettre la main sur l'éducation, etc. Et tout ça, c'est cette gauche dont la matrice est le marxisme culturel, qui est celle d'aujourd'hui, qui est la gauche féministe, qui est la gauche antiraciste, qui est la gauche décolonialiste. Les décoloniaux sont tous les fous furieux de défense de Gaza. Les fous furieux de la défense de Gaza qui agitent des drapeaux palestiniens depuis plusieurs mois maintenant en France. Alors que la droite a toujours été le parti, le courant de la réalité. Donc de la réalité dans un sens chrétien du terme, c'est-à-dire helléno-chrétien, disons-le pour être plus précis. C'est-à-dire que la réalité, c'est quelque chose qui existe, elle est immuable, on ne peut pas la changer, elle s'impose à nous,
on peut la connaître, donc on peut connaître la réalité telle qu'elle est, on peut connaître les différences entre les choses. Et politiquement, ça implique quoi? Ça implique que il y a des différences entre les individus, entre les classes, entre les groupes, et que faire de la politique, c'est tenir compte de ces réalités-là. Faire de la politique, c'est trouver une manière d'organiser la vie collective, la vie en commun, en dépit, malgré les différences inhérentes à la nature, qui occasionnent des conflits et des tensions au sein de la société. Voilà de manière résumée, schématique, condensée, ce qui est selon moi l'essence du clivage gauche-droite. Si on prend donc ce critère philosophique et qu'on analyse, on observe, on commente la séquence électorale à partir de ce critère-là, et qu'on laisse de côté la vulgate qui dit que la gauche c'est les ouvriers et la droite c'est les patrons, qu'est-ce qu'on constate? On constate une chose très simple. Quand les choses sérieuses arrivent, quand on fait face à la perspective d'un RN qui peut prendre le pouvoir, ou du moins s'en approcher énormément, tout le paysage politique français, l'ensemble du paysage politique français, du NPA au LR, en passant par les communistes, par les écologistes, par les macronistes, se souviennent de leur camp politique. Ce sont tous des gauchistes. Ils ont tous en commun de se braquer définitivement sur la question migratoire. Pour eux, il ne faut absolument pas remettre en question le fait qu'il y ait une immigration, l'acceptation de l'immigration et la continuation de l'immigration. Et ça, c'est vrai de la gauche jusqu'à la droite, y compris les LR. Ils ne veulent pas de la nation. Ils ne veulent pas de la nation, mais ce qu'ils veulent à la place, c'est une organisation supranationale. Une organisation... Donc supranationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire on nie les différences nationales pour imposer une utopie venue d'en haut. Pour imposer une Europe de la paix, une Europe de la prospérité, etc., etc. Une Europe sociale, la fameuse Europe sociale, cette fameuse Europe réformée qu'on nous promet depuis des décennies. Avec, si on veut être un peu plus précis, donc tout ça, j'appelle ça la grande coalition de gauche élargie. Donc la gauche élargie, c'est la gauche qui va du NPA au LR. C'est la gauche qui va de Philippe Poutou à David Lisnard. David Lisnard qui est une figure de ces droitards mous, de ces libéraux idiots, à qui il suffit de dire je suis libéral pour qu'ils soient convaincus de voter pour nous. Bon. Ce David Lisnard là, moi je le classe à gauche de manière très nette. Tout ce paysage politique là, il s'est révélé à lui-même qu'il était gauchiste face au RN, face à la peur fasciste. Alors si on a envie d'être rigoureux, il faudrait quand même faire une sous-division où on pourrait dire qu'effectivement la partie gauche de la gauche, donc la partie France Insoumise, NPA, ça va être une partie qui va être très communiste, donc très lourdement interventionniste, avec un rôle de l'État qui intervient de manière majeure dans l'économie, dans l'organisation de la société. Ensuite, il y a une gauche un peu plus modérée, qui est une gauche, on pourrait dire, allez, on va dire keynésienne. Une gauche keynésienne, donc ça va être Parti socialiste, écologiste, et peut-être même une partie de la partie gauche de la Macronie, peut-être.
Et une troisième gauche, qui est, elle, la gauche néolibérale, qui, elle, est la gauche de l'utopie par le marché. L'utopie par le marché, et c'est par, selon la pensée libérale, c'est par l'intervention des experts, l'intervention de ceux qui savent, que l'utopie néolibérale va pouvoir s'accomplir. Mais pour moi, tout ça, ces trois, on va dire, grands blocs, donc communiste, interventionniste et néolibéral, philosophiquement, c'est de gauche. Philosophiquement, leur horizon, leur objectif politique, c'est l'utopie. L'utopie ici et maintenant, par rapport à une conception de droite qui dirait plutôt que, bon bah non, l'utopie ne sera pas possible ici et maintenant, la nature humaine fait que il y a des limites et des contraintes à ce qui est possible de faire politiquement, donc la meilleure société, c'est la société on a une, où on a eu un maximum d'harmonie, c'est une société où la morale est une activité religieuse et spirituelle, etc., etc. Cette ligne-là, cette ligne de droite, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, c'est le RN qui l'incarne. Pourquoi? Puisque le RN, c'est le parti. Alors, je sais que si je dis RN parti chrétien, tout de suite, on va me taper sur le bout des doigts. Le RN, c'est le parti de la réalité. C'est le parti qui dit, mais depuis des décennies, que l'immigration ne fonctionne pas. Qui dit que l'assimilation n'est pas possible, du moins qu'elle n'est pas possible dans les proportions massives de l'immigration de masse. Le RN, c'est le parti qui, chez Jean-Marie Le Pen, c'était une ligne économique libérale, donc avec beaucoup de place accordée à l'initiative individuelle dans l'activité économique. Chez Marine Le Pen, c'est une ligne qui est moins libérale, mais ne déconnons pas, ce n'est pas non plus une ligne socialiste. Et cet écart-là, on peut le voir avec un exemple très simple qui est la polémique sur la hausse des salaires. Quelle a été la proposition du NFP pendant la campagne de dire nous allons mettre le SMIC à 1 600 € et nous allons bloquer les prix. Problème, si on met le SMIC à 1 600 €, énormément de petites entreprises, ne pourront plus recruter, devront peut-être même licencier, parce qu'il y a tellement de charges, de coûts, de taxes, de cotisations, que c'est pas viable. Ce à quoi le RN a proposé comme alternative, alors je me souviens plus dans les détails, mais je crois que ce que disait Jordan Bardella, c'était une réduction de charges conditionnée à une hausse de salaire, enfin, quelque chose de ce genre-là, un arrangement de ce genre-là. Sur les prix, même logique. La gauche se ramène et la gauche, elle dit on va bloquer les prix. Problème, un prix c'est quoi? Un prix, c'est de l'information sur, on va dire, c'est de l'information sur le travail nécessaire pour produire, pour déplacer, etc. Pour déplacer, pour conditionner un produit. Si on bloque les prix, on cause de la pénurie. On cause de la pénurie pourquoi? Puisque si, allez, on va dire, un plat de lentilles coûte 10 € à produire et qu'on bloque le prix à 15 €, personne ne va produire plutôt, excusez-moi, l'inverse. Si le plat de lentilles coûte 10 € et qu'on bloque le prix à 5 €, personne ne va produire un plat de lentilles qui lui coûte 10 € à produire si il ne peut le vendre que 5 € alors qu'il lui faudrait le vendre 15 €. Donc, c'est une autoroute vers la pénurie.
Ce à quoi le RN a proposé, camp d'en face, proposition alternative, de dire, bon bah non, on va davantage réduire des taxes, et on va réduire des taxes, on va réduire la TVA sur le prix de l'essence, avec l'argument de Jordan Bardella, je crois 15 euros rendus sur un plein d'essence. Je crois que c'était ça l'argument qu'il utilisait pendant la campagne. Donc on voit bien ici qu'il y a une conception de la politique qui est radicalement différente entre la gauche et la droite, entre le NFP et le RN. Alors, quand je dis ça, je prends pas, je ne me prononce pas sur euh, politiquement sur l'un ou sur l'autre. Je constate juste que la NFP, le NFP, sa stratégie de communication, c'est on fait des promesses qui sont impossibles à tenir parce qu'on ne réfléchit pas à la manière de les tenir, alors que le RN, qu'on soit d'accord ou non avec leur stratégie, il y a au moins un effort, de faire des propositions qui sont adossées à un plan réaliste, crédible, un minimum plausible. Voilà, il y a cet effort, au moins, d'essayer d'être à peu près réaliste. Certains feront des critiques pour dire que c'est pas assez, qu'ils vont pas assez loin, qu'ils ne peuvent rien faire s'ils ne sortent pas de l'Union Européenne. Ok, très bien. D'autres vont leur reprocher d'être trop socialisant, de ne pas être assez libéral. Ok, très bien. Je ne me prononce pas sur le fond, je constate qu'il y a une différence fondamentale dans l'approche de la communication politique entre le NFP et le RN. Cette différence-là, c'est une différence fondamentalement philosophique. C'est parce que la gauche se désintéresse de la réalité qu'elle ne pense la politique qu'à l'aune de l'utopie, qu'elle se permet de dire ce qu'elle dit. Le RN, c'est parce qu'il n'a pas cette approche utopique de la politique que justement il fait un effort d'être davantage sérieux. Donc, ce clivage-là, si on le prend, on peut facilement le généraliser, puisqu'on voit que toute la grande coalition de gauche élargie qui a formé le Front républicain et qui va de Philippe Poutou à David Lisnard, ce sont des gens qui se caractérisent par le même déni de réalité. Même à droite, donc la droite au sens politique du terme, donc même au LR, finalement, la question de l'immigration, la question de l'assimilation, la question de la protection de la culture, ce sont des tabous qu'il ne faut absolument pas transgresser au risque d'anéantir le rêve d'une utopie néolibérale. En ce sens, je trouve l'analyse de Jean-Claude Michéa extrêmement pertinente de dire que finalement, donc la droite et la gauche, donc droite et gauche au sens politique, pas au sens philosophique, la droite et la gauche au sens politique ont besoin l'une de l'autre, puisque la gauche, elle est pour la libéralisation des mœurs, la droite, elle est pour la libéralisation de l'économie. Or, les deux vont ensemble. Eh bien, cette droite et cette gauche politique se sont regroupées dans une gauche philosophique pour faire face au RN. Donc voilà, ça, c'était un développement pour exposer mon opinion sur le clivage gauche-droite et à mon avis l'angle d'attaque à partir duquel il faut faire l'analyse des événements qui ont eu lieu. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que tout le paysage politique français bascule à gauche face au RN, donc face à la peur de sortir de ce carcan philosophique qui est le leur depuis un siècle et demi,
quelle place pour les souverainistes dans ce contexte-là? Alors on a vu, les seuls candidats souverainistes ont été investis par le RN. L'un d'eux a été élu, c'est Maxime Amblard dans la Meuse, si je ne me trompe pas. Un autre, malheureusement, nous aurions souhaité qu'il soit élu, mais il ne l'a pas été, c'est Charles-Henri Gallois. Il n'y a pas eu de souverainistes dans les candidats de gauche, ce qui n'a pas empêché les souverainistes de gauche de se réjouir du score du NFP. Alors, qui pouvons-nous mettre dans cette catégorie des souverainistes de gauche qui se réjouissent du score du NFP? On va mettre en premier le prince du cocufiage, Kuzma le renard, Kuzmanovic, dont la vidéo, il le dit dans le début de sa vidéo d'analyse, où il félicite ses camarades du Nouveau Front Populaire, il n'y a strictement rien de souverainiste dans le Nouveau Front Populaire. Il est même dit, écrit noir sur blanc dans leur accord programmatique, qu'il n'y a pas de remise en cause du cadre européen. Alors oui, je sais, le programme commun du NFP, c'était une fraude totale. C'est un programme que aucun des partis ne prévoyait de respecter, sauf peut-être les LFI, les militants LFI qui ont été assez naïfs pour le croire. Mais donc voilà, on sait que c'est de la fumisterie, mais sur le principe, les idées souverainistes sont davantage représentées au RN qu'au NFP. Ce qui n'a pas empêché Georges Kuzmanovic de féliciter le NFP. On en a un autre, une grande figure de gauche souverainiste, que les souverainistes ont essayé de draguer pendant longtemps, qui est François Boulot. François Boulot, ce gilet jaune, vous savez, le gilet jaune, les gilets jaunes, ce peuple soi-disant nationaliste, dont tous les chefs, quasiment tous, ont appelé à chaque occasion à voter à gauche, voire même certains à voter Macron en 2022, très clairement. François Boulot, pareil, qui déplore que les gens votent RN, ils votent extrême droite, que les gens sont confus, qu'ils ne savent pas là où est leur vrai intérêt. Mais heureusement, nous avons les grands pontes de la gauche, les grandes figures de la gauche, les grands prêtres, comme François Boulot, qui sont là pour nous expliquer ce que nous, pauvres ignorants, ce que nous, pauvres gueux, nous ne savons pas. Voilà, nous ne savons pas. Nous, pauvres gueux, nous voyons autour de nous des comportements ethniques éhontés de la part des immigrés qui favorisent les leurs et qui s'attaquent aux Français, mais nous n'avons pas conscience de nos intérêts économiques, évidemment. Donc il y a François Boulot, Georges Kuzmanovic, un troisième qui est lui peut-être... Alors c'est Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, c'est celui que je surnomme le baromètre de la tiédeur. Puisque si on a envie de savoir quelles sont les idées tièdes à la mode dans le petit milieu intellectuel parisien, à mon avis, Emmanuel Todd, c'est celui qu'il faut écouter. Donc, que nous dit le baromètre de la tiédeur? Le baromètre de la tiédeur, il nous explique, mais depuis de longues années, qu'il y a un macrono-lepénisme. Il nous explique que Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont des alliés objectifs au niveau politique. Il sort une explication fumeuse de la chose en disant quelque chose du genre Macron a un pouvoir très autoritaire, très vertical, or la police vote majoritairement pour le RN. Voilà, vraiment quelque chose de ce genre-là, enfin vraiment un raisonnement de gauche idiot à souhait. Qu'en est-il du macrono-lepénisme? Très intéressant de voir le macrono-lepénisme. Cette alliance objective dans laquelle, effectivement, Emmanuel Macron a appelé à voter RN pour faire barrage à la gauche. Nous l'avons tous vu, nous l'avons tous connu. Évidemment, c'est une fumisterie. Le macrono-lepénisme n'existe pas. Et nous avons vu, et très bien vu, que face au risque que le RN gagne,
il s'est mis en place, en quelques semaines, une machine de guerre. La propagande médiatique a été d'une férocité, mais qu'on a rarement vue. D'ailleurs, deux gauchistes que sont Clémentine Autain et Aurélien Rousseau ont félicité les médias d'avoir participé à la diabolisation du RN. C'est mêmes qui ensuite vont nous expliquer que le RN monte à cause des médias qui favorisent le RN. La gauche, comme d'habitude, le camp de l'incohérence, de l'inconsistance et de l'hypocrisie. Emmanuel Todd, qui est cet intellectuel que les souverainistes draguent depuis des années. On parle de ses vidéos, on commente ses vidéos, on lit ses livres, on commente ses livres. Il a une réputation de fou dans nos rangs. Alors que le gars est nul. Le gars n'a rien compris. Le gars appelle à voter Nouveau Front Populaire en disant que les juifs sont davantage en sécurité avec un militant LFI qu'avec un militant RN. Quelque chose d'absolument dingue. Donc voilà cette fameuse gauche souverainiste à laquelle nous essayons de nous allier depuis des années. Échec total. Mais alors, total, parfait, et puis surtout échec définitif. Parce que là, qu'est-ce qu'on va... Enfin, la gauche, elle a quand même sorti les drapeaux palestiniens, la violence politique, parce que rappelons quand même qu'il y a eu, à ma connaissance, au moins 2 candidats RN agressés. L'un des deux, c'est Hervé Breuil, je me souviens du nom, qui a fait un AVC en allant à l'hôpital, qui a fait un AVC et qui est allé à l'hôpital. L'autre, une femme, une blonde, je me souviens plus son nom, qui a eu 8 jours d'ITT. Il y a eu les militants de Prisca Thévenot qui ont été agressés. Il y a eu un militant d'Olivier Véran qui a été agressé. Donc la gauche, elle a sorti les drapeaux palestiniens. Elle a recommencé, en tout cas elle a avoué et elle a renforcé la violence politique. Elle est parfaitement européiste, parfaitement racialiste, et les souverainistes de gauche soutiennent ça. Les souverainistes de gauche soutiennent ça. À quel moment avons-nous quelque chose en commun avec ces gens-là? Les souverainistes de gauche, et les souverainistes de gauche, pour eux, la nation est uniquement un outil au service de la lutte des classes. Ce ne sont pas des nationalistes. Ce sont des marxistes, ce sont fondamentalement des marxistes. Ce qu'ils veulent, c'est la révolution du prolétariat. Et la nation les intéresse uniquement dans la mesure où elle permet cette révolution du prolétariat. Ils ne sont pas nos alliés. Les souverainistes de gauche sont ceux qui, pour leurs idéaux marxistes, seront prêts à renoncer à la France s'ils en ont besoin. Et ils nous le démontrent à chaque fois. Donc à cause de cette stratégie idiote qui est de nous enfermer dans le projet d'une union des souverainistes qui n'existera pas, qui ne se fera jamais, puisque le clivage gauche-droite est structurant dans la vie politique française, parce que on s'est quand même évertué, qu'on a perdu du temps et de l'énergie à essayer de faire cette union des souverainistes, on se retrouve aujourd'hui, en 2024, avec assez peu de souverainistes qui sont positionnés à droite et qui sont en situation d'être éligibles. C'est très simple. On a eu Maxime Amblard, fini. Maxime Amblard a réussi à être élu grâce à l'étiquette RN. Nicolas Dupont-Aignan n'est même plus élu, il a été battu. Donc il n'y a rien à se mettre sous la dent. C'est un échec total de la stratégie souverainiste. Et ça, c'est un bilan qu'il faut faire. Parce que cette campagne catastrophique,
Elle n'a pas commencé avec les législatives. Justement, les législatives, les partis souverainistes n'ont pas réussi à se présenter. En revanche, aux européennes, ils se sont présentés. Et on en avait trois. On avait Nous le peuple avec Kuzmanovic. On avait, je me souviens plus le nom de la liste, mais la liste de Florent Philippot, donc la liste des patriotes, et la liste UPR Asselineau. Résultat, Georges Kuzmanovic, 12 000 voix. Mais ridicule, ridicule, 12 000 voix au niveau national. C'est un échec, c'est une catastrophe. 700 000 euros de levée de fonds pour 12 000 voix. Catastrophique. Asselineau, Philippot, 1% chacun. Le parti animaliste les a encore battus. Le parti animaliste les a encore battus. Alors pourquoi ont-ils perdu? Pour une raison très simple. Asselineau a fait campagne sur Je suis le premier, je suis le plus intelligent, votez pour moi. Philippot a fait campagne sur le Covid, les SMS d'Ursula von der Leyen. Georges Kuzmanovic a fait campagne sur la laïcité de combat. Voilà. C'est pas un laïc comme les autres, c'est un laïc de combat. Soit des thèmes qui n'intéressent strictement personne. Soit des thèmes qui ne sont absolument pas porteurs au niveau électoral. Ces chefs-là, ça fait longtemps qu'on sait qu'ils posent problème. Mais ça fait longtemps que dans le camp souverainiste, personne ne parle, personne ne bronche, qu'on se tait, qu'on les laisse ridiculiser le mouvement. Mais vraiment ridiculiser. À l'extérieur, les militants non souverainistes, les militants de droite non souverainistes, de l'extérieur, ils nous regardent, ils se marrent. Très clairement. On les a laissés faire sans rien dire. Et finalement, il y avait des bruits de couloir comme quoi quelque chose se préparait. Et ce quelque chose, il est advenu quelques jours après les européennes avec Philippe Murer qui a créé un énième parti politique. Le mouvement politique citoyen. Voilà, le mouvement politique citoyen. Alors, le nom, c'est mouvement politique citoyen. Parce que c'est tellement générique comme nom qu'on pourrait croire que c'est juste du verbiage, que c'est juste un slogan. Non, 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 c'est le nom du parti. Avec comme grand projet de ce parti qui est d'avoir plus de démocratie, chacun peut participer, chacun peut contribuer. Et l'objectif, ça va être d'écrire un grand livre programmatique. Ah, encore un bouquin. Parce qu'il est vrai que dans le camp souverainiste, on manque de bouquins. Voilà, le camp souverainiste, c'est un camp où il n'y a pas assez de gens qui font des analyses, donc on manque de bouquins. Évidemment que non. C'est un camp qui passe son temps à faire des bouquins, à écrire des bouquins, à produire des analyses, mais qui ne fait jamais de politique. Qui ne fait jamais de politique. Faire de la politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Ou en tout cas qui ne sont pas encore d'accord avec nous. C'est pas en écrivant des bouquins universitaires qu'on va aller parler à monsieur et madame tout le monde en leur disant votez pour nous. D'ailleurs, les souverainistes n'ont aucune implantation locale, donc personne ne les connaît de toute façon. Une catastrophe. Une catastrophe d'un point de vue stratégique, la campagne européenne, et l'après-européenne, finalement, on en parle assez peu, puisqu'il y a eu l'euphorie de la dissolution qui est immédiatement suivie. Mais l'après-européenne, il est absolument catastrophique. Puisqu'on se retrouve avec un autre parti souverainiste, celui de Philippe Murer. Ça en fait 4. Si on compte celui de Charles-Henri Gallois, ça en fait 5. Jusqu'où va arrêter la folie? Le souverainisme électoral en France, c'est 2% si on cumule le pourcent de Philippot, le pourcent d'Asselineau. Donc on va avoir sérieusement 5 partis qui vont se battre pour 2% des électeurs. Ça rime à rien. Il y a une purge à faire dans le camp souverainiste.
Ça fait longtemps que tout le monde le sait, que tout le monde en parle. Mais en privé, personne n'ose le dire publiquement. Comme personne n'ose le dire publiquement, les mêmes chefs ont continué à escroquer les militants, les adhérents, à leur faire perdre du temps, à leur faire perdre de l'argent, à leur faire perdre de l'énergie, pour aucun résultat. Voilà. Et donc, ça finit en eau de boudin, tout ça. Je pense, euh, comme quelqu'un me faisait la remarque, une remarque que je trouve très juste, toutes les générations qui sont nées avant 1990 ont tout perdu politiquement. Tout, tout, tout. Finalement, les seules générations qui n'ont pas encore perdu politiquement, en lesquelles on peut avoir un petit espoir, ce sont les générations qui sont nées après 90, donc c'est-à-dire ceux qui, aujourd'hui, sont dans la fin de leur vingtaine et dans le début de leur trentaine. Ce sont eux qui n'ont pas eu leur chance, qui n'ont pas eu leur place, qui n'ont pas eu d'opportunité, et qui se retrouvent complètement bridés par une espèce de caste politique, de caste souverainiste, qui se part des vertus de l'expérience, alors que sa seule expérience, c'est de tout perdre depuis 50 ans. Ces gens-là n'ont rien fait, n'ont jamais rien fait. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu le bilan. Nous avons une société une politique qui s'est restructurée de manière très claire, très nette, autour du clivage gauche-droite. Et nous avons, entre les deux, les souverainistes, qui pèsent 1%, et avec leurs petites lubies. Voilà, eux, ils font de la politique avec des lubies. Euh, L'avenir du souverainisme français. Alors malheureusement, il n'a pas été élu, donc c'est plus difficile que, que ça en a l'air. Mais ça aurait pu être Charles-Henri Gallois. Charles-Henri Gallois qui a été courageux de prendre la décision qu'il a prise, qui s'est fait défoncer de manière ignoble par les perdants merveilleux de la politique française, que sont les Florian Philippot, les Dominique Bourse-Provence, et, et toute une armée de trolls militants qui sont uniquement capables de répéter les slogans des vidéos de Florian Philippot. Charles-Henri Gallois, il a fait face à ça, et il est allé faire de la politique en disant, bon bah, on ne peut pas tout faire parce qu'il y a le carcan européen qui nous limite, mais commençons déjà par faire ce qu'on peut faire. Commençons déjà par nous faire connaître, par avoir des mandats, par avoir de bons bilans. Voilà. Non seulement avoir des mandats, mais en plus avoir de bons mandats, avoir de bons bilans pour se crédibiliser, pour rassurer les électeurs. Charles-Henri Gallois a essayé de se positionner sur ce créneau-là. Malheureusement, il n'a pas été élu, donc c'est une opportunité en moins pour restructurer le mouvement souverainiste sur des bases saines. Il faudra faire avec, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Par ailleurs, il y a un élément de contexte qu'on n'a pas pris en compte, à mon avis. C'est la rupture historique majeure du Covid en 2020. Nous vivons aujourd'hui un changement d'époque, avec un pouvoir qui a clairement assumé de nous enfermer, de nous séquestrer, de nous empoisonner, et qui aujourd'hui, donc plusieurs années après, ne s'est absolument pas excusé de ce qu'il a fait, mais continue, insiste, persiste dans son projet mondialiste, dans son projet de nouvelle féodalité au niveau mondial. Dans ce contexte politique-là, on ne peut plus faire de la politique comme il y a 20 ans. C'est un contexte
qui appelle la radicalité. Alors la radicalité, qu'est-ce que j'entends par là? Je n'entends pas être débile, aller tout casser dans la rue. J'entends d'abord la radicalité au niveau des idées. Ça suffit. Ça suffit d'être légaliste. Les souverainistes vivent sur cette fiction que si la loi le dit, les gens vont obéir à la loi. Mais non. La politique en dernier recours, le réalisme politique, c'est quoi? Le réalisme politique consiste à dire que la politique, en dernier recours, c'est de la force pure. Qui est capable de contraindre qui? Aujourd'hui, nous avons un pouvoir qui fait de la politique au sens le plus archaïque de la politique. Nous avons un pouvoir qui nous impose une épreuve de force. Épreuve de force à laquelle nous répondons par un légalisme exacerbé. Alors que notre objectif devrait d'abord être d'apprendre à reconnaître qui est avec nous. Donc, je reviens pas là-dessus. J'en ai fait un développement pour expliquer en quoi la gauche n'est pas avec nous et ne sera jamais avec nous. Donc, il faut apprendre à reconnaître qui est avec nous. Il faut organiser les gens qui sont avec nous, les préparer aux épreuves qui arrivent, les préparer au niveau basique de la sécurité physique, puisque aujourd'hui, pour un militant, le risque de se faire agresser n'est pas négligeable. Et il faut préparer au niveau stratégique en ayant des idées très claires, un plan, on va dire une temporalité de l'action pour savoir comment on va prendre le pouvoir et qu'est-ce qu'on va faire du pouvoir. On peut plus se permettre de dire en fait, on peut plus faire ce que Nigel Farage a fait au Parlement européen. Nigel Farage, qui est cette icône des souverainistes, mais qui est d'une radicalité que les souverainistes français n'ont pas, et qui lui, dans un Royaume-Uni qui était encore un pays stable, a utilisé le Parlement européen comme un moyen de communication, de propagande en faveur du Brexit, en faveur de la sortie de l'Union européenne. Et il l'a fait, il l'a réussi. Mais la situation n'était pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de chaos politique. Nous n'avons pas les moyens de faire 10 ans d'activisme dans le Parlement pour résoudre les problèmes. Il faut que dès maintenant, nous ayons des postes, des mandats, des responsabilités, que dès maintenant, nous améliorons la situation de la France dans la mesure où on peut l'améliorer, et petit à petit, avec le temps, récupérer les moyens de souveraineté pour améliorer davantage la situation de la France. Mais nous devons arrêter, nous devons renoncer à cette vision du tout ou rien. À cette vision qui fait croire aux militants que soit on sort de l'UE et on peut faire des choses, soit on ne sort pas de l'UE et on ne peut rien faire. Non, on n'a pas le temps. Il faut faire ce qu'on peut faire dans le cadre de l'Union européenne, en gardant en tête que, tôt ou tard, pour faire des choses, il faudra sortir de l'Union européenne. D'ailleurs, cette sortie de l'Union européenne, qui est extrêmement fantasmée par les souverainistes, puisque on voit bien au Royaume-Uni, avec l'élection de Starmer, que le Brexit n'est plus acquis. Rishi Sunak, qui avait déjà commencé à rogner sur les acquis du Brexit, laisse sa place à un Premier ministre donc du Labour, qui lui aussi compte rogner les acquis du Brexit. Comme quoi, l'acte légaliste de quitter l'Union européenne ne change pas le rapport de force entre les européistes et les nationalistes. Il faut que nous ayons ça en tête. La loi doit être pour nous
une manière, on va dire, de formaliser, d'institutionnaliser une volonté politique nationaliste. Mais l'important, l'essentiel, c'est le nationalisme. Et donc on est dans ce contexte-là, depuis 2020, dans un contexte de chaos politique majeur, dans un contexte de souffrance, dans un contexte de déprime, avec une pression migratoire et identitaire de plus en plus forte, comme l'ont illustré les émeutes de l'été dernier, donc je crois que c'était en juin ou en juillet, il faudra vérifier. Les émeutes de l'été dernier, avec des violences dont la motivation est clairement ethnique, des émeutes qui ont eu lieu parce qu'un policier blanc a tué un délinquant maghrébin, c'est ce qui a justifié des émeutes ethniques en France. Comment défendre la souveraineté sans défendre l'identité du peuple français, sachant qu'aujourd'hui, il y a un peuple étranger qui conteste la souveraineté française sur base ethnique. Pour moi, c'est quelque chose qui me dépasse. C'est quelque chose qui me dépasse, et je disais, toutes les générations avant 1990 ont échoué politiquement. Oui, mais elles ont aussi échoué intellectuellement, puisqu'elles sont incapables de penser avec la moindre radicalité. Or, aujourd'hui, l'époque impose la radicalité. Il n'y a pas et il n'y aura pas de souveraineté s'il n'y a pas de peuple français. Or, aujourd'hui, le peuple français est attaqué. Et on peut radoter autant qu'on veut, on peut incanter à dire que oui, mais la race, mais l'ethnie, ça n'existe pas, tatati, tatata. On a en face de nous des gens qui nous désignent comme des Français, comme des Européens, comme des Blancs, et qui s'opposent à nous sur cette base-là. Donc, le déni de réalité, encore une fois, ne nous sauvera pas. Les souverainistes doivent rompre avec la mentalité politique de la gauche. L'utopie, c'est la gauche. Il faut arrêter de croire que la réalité n'existe pas. Il faut arrêter de croire que la réalité ne s'impose pas à nous. Nous avons aujourd'hui des peuples étrangers qui colonisent la France et qui contestent sa souveraineté. Tiens, je vais faire une parenthèse qui ensuite m'amènera à ma conclusion. Je reviens à François Boulot, qui, dans le long entretien qu'il a donné à Élucide, bon, c'est un entretien qui est délirant. C'est 1 heure et demie de délire de gauche, vraiment. Avec quelques petits moments de lucidité, mais l'ensemble est délirant. Et il dit à un moment, dans une bouffée délirante, que Macron est un président autoritaire. À quelle heure Macron est-il autoritaire? Macron, c'est le président de la fin de l'autorité. Oui. L'État n'a plus aucune autorité. L'État n'a plus aucune autorité, il n'est plus légitime. La police n'a plus d'autorité. Elle se fait caillasser, elle se fait attaquer. Les pompiers n'ont plus d'autorité. Les fonctionnaires n'ont plus d'autorité. Les professeurs n'ont plus d'autorité. Le personnel médical n'a plus d'autorité. Les bâtiments publics ne sont plus respectés. Ils sont saccagés, ils sont brûlés, ils sont pillés. À quel moment Macron est-il un président autoritaire? Il n'est absolument pas un président autoritaire, mais comme la gauche fantasme l'autorité et que selon elle est autoritaire tout ce qui ne laisse pas carte blanche à l'ensemble de ses caprices, alors effectivement pour eux la réalité est autoritaire. Mais Macron n'est pas autoritaire. Macron c'est le président de la fin de l'autorité. Justement en France on a besoin d'un retour de l'autorité. On a besoin de gens qui respectent la police, qui respectent les fonctionnaires, donc les fonctionnaires dans l'administration, qui respectent les infirmiers, les médecins, les pompiers. On a besoin d'autorité pour faire respecter les bâtiments, les infrastructures dans l'espace public. Donc ce qui me mène à ma conclusion, qui est la purge nécessaire de tous les pseudo-intellectuels du camp souverainiste.
Et là-dessus, je vais finir avec la figure. Et ça va être douloureux, mais je vais finir avec la figure qui a le plus incarné cette idée d'union des souverainistes au-delà du clivage droite-gauche, qui est Pierre-Yves Rougeron. Pierre-Yves Rougeron, dont la performance a été, avant les européennes, un débat humiliant pour l'ensemble des souverainistes, face à François Bégodeau. Pourquoi? Parce que François Bégodeau, il est arrivé avec ses rengaines marxistes de dire vous parlez de guerre civile parce que vous voulez la guerre civile, dans une approche délirante de la réalité, que c'est parce qu'on parle de la réalité que la réalité existe. Non, la réalité, elle existe, que t'en parles ou pas. Et Pierre-Yves Rougeron, ne voulant pas être associé à un droitard, a refusé de lui rentrer dedans. Et il s'est laissé faire, il s'est laissé maltraiter pendant 2 heures. Voilà. Il s'est laissé maltraiter pendant 2 heures de débat. Tout le monde l'a vu. Les souverainistes, comme les autres militants politiques. Ça a été un ridicule total. Et honnêtement, là, on voit que le prestige du cercle Aristote en prend clairement un coup. Alors le cercle Aristote est une association utile, c'est une association qui produit énormément de contenu intellectuel avec beaucoup de qualité depuis des années, mais c'est une association qui stagne, qui a été incapable de développer quoi que ce soit, qui n'a jamais réussi, malgré ses tentatives d'avoir un studio, d'avoir des émissions régulières, de se professionnaliser, qui n'a jamais réussi, et qui aujourd'hui continue à faire ce qu'elle faisait il y a 10 ans, c'est-à-dire enregistrer des conférences avec un micro pourri et faire des entretiens sur ordinateur, faire des entretiens vidéo. C'est très rudimentaire quand même. C'est très rudimentaire, c'est pas grand-chose. Et cet échec est incarné par la figure de Pierre-Yves Rougeron qui, aujourd'hui, donc en 2024, répète les mêmes analyses qu'il y a 10 ans. Mais à l'écouter, c'est troublant. Il répète les mêmes analyses qu'il y a 10 ans. À mon avis, c'est un homme qui ne travaille plus. Ou en tout cas, qui ne travaille plus assez. Qui travaille plus assez et qui n'a pas compris que la réalité de 2024, c'est plus la même que celle de 2014. François Hollande n'est plus président. Alors je sais, François Hollande est revenu, il a été élu député. D'accord. Il n'est plus président. Le grand gouvernement central, c'est fini. C'est fini le grand gouvernement central. Aujourd'hui, très clairement, le entre guillemets grand gouvernement central est prêt, en un claquement de doigts, à faire une alliance avec l'extrême gauche la plus radicale. C'est fini. Fini, fini, fini. L'avenir est à droite. L'avenir n'est pas au centre. Nous avons besoin, dans le camp souverainiste, de noms. Nous avons besoin de figures, nous avons besoin d'intellectuels qui se positionnent pour proposer de nouvelles analyses. Le seul que je vois aujourd'hui apte à le faire, en tout cas qui commence à le faire, c'est Rodolphe Carte, qui est un jeune, donc qui est né après 1990. Je répète, tous ceux qui sont nés avant 1990, toutes les générations avant 1990 ont perdu politiquement. Donc ça devient urgent. Ça devient urgent de sortir d'un petit confort intellectuel où on se dit, entre souverainistes, ah, qu'est-ce qu'on est beau, ah, qu'est-ce qu'on est intelligent, ah, qu'est-ce qu'on a raison. Et si seulement on nous donnait le pouvoir, nous, comme nous savons, tout marchera. Non, les souverainistes ne savent pas, les souverainistes ne savent rien, les souverainistes n'ont aucun projet de société, ils n'ont aucune conception anthropologique de la vie humaine. Ils sont aujourd'hui totalement impuissants à incarner
une alternative à la politique d'Emmanuel Macron. La gauche, elle est capable d'incarner une alternative. C'est une idée utopique de la nature humaine, très bien, mais en tout cas, elle a cette idée. Elle l'a, elle l'assume, elle la défend. La droite est beaucoup plus timorée à l'idée de défendre une vision de l'homme et un avenir pour nos enfants. Et les souverainistes, eux, alors c'est même pas qu'ils sont timorés, c'est qu'ils sont tétanisés. Donc la purge de tous les pseudo-intellectuels, elle est urgente. Elle est urgente, j'espère que dans cette purge, il y en a certains que nous pourrons conserver, qui pourront mettre à jour leur, on va dire, leur logiciel. Et évidemment, quand je dis ça, je pense à Pierre-Yves Rougeron. J'espère qu'il pourra entendre des critiques que je sais qu'on lui fait en interne. J'espère qu'il pourra entendre ces critiques, qu'il pourra mettre à jour sa ligne politique. Car ce n'est plus possible de continuer à faire les mêmes analyses qu'il y a 10 ans. Il y en a d'autres, on verra bien. Philippe Murer, par exemple. Là, il est en train de se vautrer dans son mouvement politique citoyen. Ça reste un intellectuel de bonne facture. Ça reste un économiste intéressant. J'espère qu'il pourra comprendre. Mais sinon, pour le reste, malheureusement, il est temps que la jeune génération de souverainistes comprenne que leurs aînés ont failli et que leurs aînés ont une telle arrogance qu'ils refusent la moindre remise en cause.